Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle avec Richard Fatou. Richard qui est un étudiant en médecine qui a aussi la colite ulcéreuse. Donc, on va parler un peu de ces doubles chapeaux-là, de comment c'est de vouloir s'engager dans une carrière en médecine, plus particulièrement en psychiatrie dans son cas, et peut-être les avantages ou encore l'impact que peut avoir le fait d'avoir une maladie chronique, dans ce cas-ci une maladie chronique inflammatoire de l'intestin. Puis, on a parlé, vous allez voir, de beaucoup d'éléments, donc de santé mentale, de santé physique, d'amitié, de sport. On a parlé aussi de musique parce que vraiment, Richard, c'est une personne très dynamique, très vibrante. Puis, je voulais vous le faire découvrir sous toutes ses facettes. Richard est aussi très actif sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok. Vraiment, moi, c'est là que je l'ai découvert, où il a une manière très drôle, très légère de parler à la fois de santé mentale et de sa condition physique, mais vraiment un peu de tout, qui fait de lui un bon porte-parole, je vous dirais, pour la cause. Puis je suis très contente de l'avoir reçu aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite de le découvrir d'une façon aussi agréable que moi. J'en profite aussi pour vous parler d'un projet très spécial qu'on lance aujourd'hui. C'est la publication du livre Juju, Zach et le pétonateur, écrit par moi-même et illustré par moi aussi. C'est un petit livre pour enfants qui est maintenant disponible sur la boutique en ligne et les boutiques physiques du Centre de stomie 1er, donc à Québec, à Montréal et sur le web. C'est distribué en exclusivité, en fait, sur ce point de vente-là. Et c'est un petit livre comique et sympathique qui relate l'histoire de Juju, un petit garçon qui a une stomie après une maladie un peu trop longue à son goût et qui aujourd'hui a un pouvoir spécial grâce à ce sac à pète. Je vous en dis pas plus, je vous invite à le commander pour le découvrir. C'est un beau cadeau à faire à quelqu'un qui a des enfants dans son entourage et qui a une stomie, ou encore honnêtement à n'importe quel enfant, parce que je vous dirais que notre premier échantillon de lecteurs a beaucoup ri et la nouvelle du sac à pète s'est répandue partout à travers la province. Donc, c'est disponible en ligne et en boutique. Je vous laisse là-dessus. Bonne écoute! Richard, bonjour! Oui, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment très excitée de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir invité, vraiment, comme c'est super excitant, surtout parce que j'écoutais le podcast avant, donc quand tu m'avais envoyé un message, j'étais full excité. Ah, t'es fin. Mais justement, je pense que je vais expliquer un peu comment on est venu à être en contact, là. Le balado est disponible sur TikTok. Ça a pris du temps avant que je le mette un peu sur TikTok, des extraits à gauche et à droite. Puis je suis tombée, parce que j'adore cette plateforme-là pour les comptes qu'elle te suggère puis les liens qu'on peut faire. Puis je suis tombée sur ton compte à toi, qui était comme un mélange d'humour, t'es un peu comme un advocate, comme on dit en anglais, où tu représentes un peu des situations de la vie des patients qui ont une maladie inflammatoire dans l'intestin. Tu parles aussi beaucoup de santé mentale, parce qu'on va voir un peu dans ton histoire que c'est quelque chose qui est important pour toi. Puis je trouvais ça super rafraîchissant la façon dont tu as de t'exprimer. Puis pour vrai, on s'est parlé aussi en pré-entrevue. T'es une belle personne. C'est gentil. T'es comme, je sais pas, t'es plein d'énergie, j'adore ça. Puis j'ai pas envie de tout faire ta bio, là. Je pense que je vais laisser les gens te découvrir un petit peu. C'est un témoignage, donc on y va comme ça vient. Peut-être me parler un peu de toi. Là, je vais quand même te guider un petit peu parce que c'est toujours la pire question qu'on reçoit en entrevue. Parle-moi de toi. Richard, toi, présentement, t'as 24 ans, c'est ça? Exactement, c'est ça. Puis, en ce moment, t'es aux études. Ouais, je finis techniquement. Mais il me reste quand même un bout, mais c'est ça, je suis comme dans ma dernière année en médecine. Donc, ça fait 5 ans que je suis en médecine. J'ai commencé comme en sortant du cégep. Et maintenant, comme la résidence, ça s'en vient. Donc, c'est la résidence, on travaille, on se fait payer comme un employé, mais on est aux études aussi parce qu'on doit apprendre la spécialité qu'on choisit aussi. Exact. Puis toi, tu as une spécialité en tête en ce moment. Oui, c'est ça. Donc, c'était dans la 4e année de médecine, on applique pour une résidence. Donc, moi, j'ai décidé d'appliquer seulement en psychiatrie parce que c'était vraiment la spécialité qui m'intéressait le plus. Donc, c'est ça. J'ai fini les entrevues, j'ai fini tout ça. Alors maintenant, on attend pour le match qu'on appelle parce que c'est comme un jumelage. Donc on rank un peu les universités
auquel on avait appliqué. Donc, on va savoir en mars, je suis où, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un peu stressant, mais c'est excitant aussi. Ben oui, c'est clair. Puis est-ce qu'ils peuvent t'envoyer comme partout à travers le Québec ou... Donc, moi, j'ai appliqué comme Québec-Ontario, mais vraiment, on a l'option d'appliquer partout au Canada. Puis j'imagine il y a des personnes qui appliquent aux États-Unis aussi, mais moi, j'ai juste appliqué sur Québec-Ontario. Donc, on va voir. Mais c'est cool. Ben c'est ça, j'étais justement pour ça un peu que tu parles de santé mentale dans ton compte. Puis c'est comme ça aussi que j'ai été appelée à vouloir voir un peu plus tes contenus, là. Toi, en fait, dans tout ça, t'as aussi une maladie inflammatoire de l'intestin. Exactement, ouais. Puis c'est pas le Crohn, c'est la colite ulcéreuse. Exact, ouais. OK. Puis tu vis avec ça. Comment ça s'est passé, mettons, dans ton cas? Peut-être juste un peu comprendre, là, en ce moment, je pense que tu vas bien. Oui. Parce que les gens peuvent le voir à l'écran, là, il est comme rayonnant. En ce moment, tu vas bien. Ouais. Mais donc, tu as eu un parcours aussi médical comme les gens qui viennent partager leur histoire ici. Ouais. Comment, dans ton cas, est-ce que ça a commencé? Oui, donc j'ai été diagnostiqué avec la colite ulcéreuse quand j'avais 18 ans. Donc, ça a commencé quand même graduellement, honnêtement, comme... If we're really gonna get into it, comme mes selles, j'avais plus de la diarrhée, il y avait du sang dans mes selles parfois, puis donc je me disais, peut-être que c'est pas super normal. Donc c'est sûr, j'ai consulté mon médecin puis tout. Et honnêtement, j'étais quand même chanceux que ça a été vraiment pris en charge super rapidement au Montreal General avec Dr. Lakatos que vous avez aussi. Ouais. Donc j'étais vraiment chanceux dans le fait que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que ça soit diagnostiqué. Donc peut-être j'avais comme des symptômes pour comme 2 mois avant que j'ai le diagnostic. Et c'est ça, comme avec le diagnostic, les traitements, j'ai pu commencer comme la première ligne de traitement. Ça a fonctionné bien pour quelques mois, mais après, commencer en colite ulcéreuse puis en Crohn, souvent, je sais pas si c'est comme un peu comme notre corps qui s'habitue aux médicaments ou c'est comme le cours un peu naturel de la maladie. Il y a comme des hauts et des bas. Donc, c'est ça. En gros, comme mon parcours avec la maladie, c'est vraiment... comme ça fluctue beaucoup avec les médicaments, avec peut-être les périodes plus stressantes dans ma vie. Donc, ça fait 5 ans maintenant que je vis avec ça, puis il y a eu des hauts, puis il y a eu des bas. Heureusement, on est dans un haut maintenant, mais c'est ça, comme je peux dire quand même, l'année passée, c'était comme l'année la plus difficile pour moi au niveau des symptômes. Heureusement, j'ai jamais été comme hospitalisé, j'ai pas eu de chirurgie, donc je me compte quand même très, très chanceux pour quelqu'un, mais ouais, j'ai quand même j'ai dû avoir comme plusieurs essais de traitement, différents traitements, puis manager un peu les symptômes qui affectent la vie quotidienne de façon assez significative quand on doit aller comme à la salle de bain plusieurs fois par jour. Puis quand on n'a pas accès à la salle de bain, ça peut être très, très... ça peut faire très, très mal. Donc, c'est un peu ça mon parcours avec ça. OK. Mais écoute, c'est quoi? Je trouve ça vraiment important parce qu'on partage une histoire comme la tienne aussi. Je t'explique. Tu sais, des fois, je sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais moi, je me souviens dans mes premières années de maladie de Crohn, c'était pas des années faciles non plus, mettons mes 5 premières années, puis c'était avant ma première hospitalisation, puis c'était avant mes premières chirurgies, puis j'avais comme un petit syndrome de l'imposteur de me dire genre, oh mais moi je l'ai pas aussi tough que les autres, pourquoi est-ce que je me plains, pourquoi est-ce que je trouve ça difficile? Hey, c'est pas vrai. Puis c'est vraiment étrange, des fois on se dit le syndrome de l'imposteur, on l'a dans notre vie professionnelle ou tu sais quand on a des projets particuliers où on se dit comme maintenant je suis pas assez bonne dans tel sport pour essayer d'appliquer pour telle équipe. Mais dans une maladie, on ne devrait pas avoir ça. Mais c'est pas pour elle, moi, je me suis dit ça, je m'en souviens. Puis il y a d'autres gens qui ont déjà eu des réflexions comme ça devant moi. Tu sais, je suis pas venue sur mon podcast, moi, je l'ai eu facile. Ouais. Non. Non, honnêtement, comme. Je suis sûre que non. C'est ça comment j'y pense aussi. Je trouve que, parce que j'ai pas été hospitalisé ou que j'ai pas eu de chirurgie, tu sais, j'ai pas de colostomie ou de trucs de même. Donc, I had it good dans ma tête. Mais. Honnêtement, j'ai quand même eu beaucoup de problèmes au niveau comme quotidien. Puis, il faut reconnaître le fait qu'on vit des trucs, puis il faut pas se comparer à ce que les autres vivent, comme si on vit des difficultés. C'est valide, puis c'est ça. Exact. Je me reconnais vraiment dans ce que tu as dit, alors. Oui, puis tu sais, je pense que moi, il y a un des éléments qui m'avait comme un peu brassé la cage là-dessus, c'était quand j'avais commencé à travailler en milieu hospitalier, puis j'avais vu une fille qui avait un gros accident de voiture, puis c'est drôle parce que je pense que j'ai parlé d'elle dans l'épisode d'avant, mais elle a beaucoup, beaucoup influencé ma vie, honnêtement, puis elle m'avait dit que, tu sais,
elle, après ses multiples chirurgies, était en réadaptation, puis elle était très hypothéquée à l'époque. Aujourd'hui, elle va super bien, là. Puis que sa voisine de chambre, en centre de réadapt, avait eu genre la bactérie mangeuse de chair, elle avait plus l'usage, elle avait plus de bras. Je pense qu'elle a dû lui amputer les jambes, puis un de ses 2 bras, ou tu sais, même presque les 2, en tout cas, c'était un peu compliqué. Puis je me disais, ben, j'ai pas le droit de me plaindre parce qu'elle a le pire que moi. Ouais. Puis sa voisine de chambre, il avait dit, non. Moi, ce que je vois, c'est que moi, il y a des trucs qui sont faciles encore pour moi, puis toi, non. Puis vice-versa, tu sais, on a chacune notre bataille, chacun nos défis. Puis il faut pas que tu minimises un peu ce que tu vis. Tu sais, des fois même, on va pas les consulter peut-être parce qu'on se dit c'est pas si grave que ça. Toi, dans ton parcours, est-ce que parce que tu avais 18 ans, non, quand tu as commencé à être malade, est-ce qu'à 18 ans, ça a été comme rapide quand tu as commencé à avoir tes symptômes avant que tu décides d'aller consulter ou tu étais comme en déni? Ou... J'étais un peu en déni, donc je commençais à avoir un peu plus de diarrhée, puis comme ça dans mes selles, mais honnêtement, ça a pris comme 1 ou 2 mois avant que je parle à ma mère pour lui dire je pense que je devrais consulter parce qu'il y a du sang dans mes selles, mais aussi comme d'une façon, j'étais chanceux du fait que ma mère a la colitis ulcéreuse aussi. Donc, je savais comme que c'était une option. Donc, j'avais pas trop peur. J'étais pas dans le néant ou comme... J'avais pas... Je me disais, je savais peut-être c'est quoi, puis qu'il va y avoir des options de traitement si jamais c'est ça. Donc, j'étais pas hyper stressé par rapport à ça. Mais c'est sûr, c'était comme... C'était difficile de dire comme oh my god maintenant ça arrive puis il faut que je vais à l'hôpital, mais comme j'ai l'école, j'ai mon sport, ma vie sociale, tout ça, tous ces trucs là, je suis comme I have to put these things on pause ou comme faut un peu gérer tout ça ensemble. Donc c'était juste comme c'est juste pas le fun de dire comme oh my god peut-être je suis malade puis il va avoir un impact sur ma vie. Donc c'était pas le fun. J'étais au cégep dans le temps. Donc, c'est ça. En gros, c'était ça. En fait, c'était quoi la question? C'est correct. Ouais. La question, c'est de savoir si justement tu es allé consulter rapidement ou tu avais posé les questions rapidement. Mais oui, tu l'as dit. Puis, en fait, j'ai pensé à quelque chose pendant que tu le mentionnais, c'est que ta mère, donc, a la colitis ulcéreuse, elle aussi. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un exemple dans ton entourage, tu es très proche de quelqu'un qui a une colitis ulcéreuse, puis j'imagine a une vie relativement normale, est-ce que ça t'a peut-être aidé au moment du diagnostic à dire comme, au pire, ta mère comprend vraiment la situation, puis elle va pouvoir t'accompagner là-dedans? J'avoue que t'as pas de comparaison, là, mais... Non, c'est ça. Quand même, c'était assez rassurant parce que, je pense que ça a été diagnostiqué dans ses vingtaines, comme début trentaine. Okay. Et c'est ça, elle a été hospitalisée quand même pour la colitis ulcéreuse, donc ça allait vraiment pas bien pour quelques semaines. Mais depuis... Donc, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais comme 6 ans, elle était à l'hôpital pour comme presque 1 mois pour une rechute de colitis ulcéreuse. Donc, j'avais ce souvenir, tu sais, que elle a quand même traversé quelque chose de difficile pour une période. Mais après ça, elle était toujours est en rémission depuis. Donc, ça fait 10 ou 15 ans qu'elle va quand même très, très bien. Donc, pour moi, mon exemple, c'était quelqu'un qui a... elle avait ce problème, mais ça a été réglé, puis elle était en rémission. Moi, mon parcours, c'était un peu différent. C'est toujours... c'était jamais comme au niveau d'être comme... d'avoir besoin d'être hospitalisé, mais il y a comme des hauts et des bas, puis c'est ça. Donc, mais c'était quand même rassurant d'avoir comme un exemple de... Ça va être correct no matter what. Oui, c'est clair. Puis ta maman est infirmière, si je me trompe pas. Oui, ça aussi. Donc, ça peut aider aussi pour parler de trucs qui sont un peu plus inconfortables. Puis elle peut relate aussi avec ses symptômes d'avoir besoin d'aller à la toilette très rapidement quand on a besoin. J'avoue, chez vous, est-ce que ça se bataille pour les toilettes? Oui, on a 3 toilettes pour les 3 personnes, donc c'est parfait. Ah, c'est bon, ça! Ouais, chez nous, ça a toujours été une blague parce qu'on a longtemps... Mon chum et moi, on avait une toilette à 2. Puis avant que je sois stabilisée, tu sais... Ils me disent, fallait toujours que comme ils disent, en fait c'est une habitude qu'on a développée dans ma famille, même jeune, parce que chez ma grand-mère il y avait une toilette, puis des fois on était comme 12 à Noël. C'est genre, faut que j'aille prendre mon bain ou ma douche, est-ce que c'est correct si je vais à la salle de bain, tu sais. Puis mais Nick à la fin c'était comme,
est-ce que j'ai le droit d'aller à la salle de bain faire pipi parce qu'il faut vraiment que j'y aille? Ouais, J'étais comme, OK. Ouais. C'est quoi, tantôt, on était chez des amis, je pense, puis là, j'ai juste dit, je me suis levée pour la salle de bain, puis mon ami aussi voulait y aller, puis j'ai regardé, j'ai dit, non, mais vas-y, tu sais, moi, ça presse pas, puis il m'a regardé, puis il était comme, check la show-off à cette heure. Et comme moi, ça presse pas, tu peux y aller, tu sais, maintenant, je suis capable de me retenir. Ouais. Fait qu'au moins, chez vous, chacun a sa salle de bain. Ouais, vraiment. On est chanceux. C'est merveilleux. Ouais. Puis, souvent, je pense que dans une de tes vidéos qui m'a tellement fait rire, c'était, tu faisais une espèce de... La plupart de tes vidéos, c'est comme sur la petite musique et tout. Puis il y en avait un que c'était dans la face que tu fais quand tu sors de la salle de bain chez un de tes amis, puis que tu sais que t'as comme détruit la salle de bain. Ouais, celui-là était populaire quand même. Mais pour elle, ça m'a ramené des souvenirs où tu fais comme si de rien n'était, où t'es comme là. C'est vrai que tu deviens assez ouvert avec tes amis. Ouais. Which is fun, tu sais, comme on parle tous de nos problèmes, puis je suis chanceux d'avoir des amis que ça leur dérange pas, puis je pense que comme un bon ami ça leur dérangerait pas. Exact. On sait jamais, il y a peut-être des amis qui peuvent trouver ça weird, mais moi et mes amis on est très ouverts sur ces trucs de même, donc c'est devenu juste une blague comme Richard est allé à la toilette, faudrait pas aller après, faudrait attendre 10 minutes. Exact, par la fan. Mais c'est ça, est-ce que ça a été comme dès le début que tu as été capable d'en parler avec eux ou ça a pris un peu de temps? Ou... honnêtement, cool, j'ai toujours été comme une personne assez open book. Good. Ouais. Donc, c'était un peu ça que sur TikTok, je suis un peu open book aussi par rapport à ces symptômes qui peuvent être un peu gênants. Mais je me suis dit, bon, moi, ça me dérange pas. Puis si ça peut faire rire quelqu'un, si ça peut faire sentir quelqu'un comme moins seul, you know, ça me dérange pas de m'embarrass un petit peu parce que c'est quelque chose de médical à la fin de la journée, puis ben oui. Faut qu'on soit plus ouvert de parler de trucs de même, que ça soit des problèmes de santé physique comme ça ou comme des problèmes de santé mentale. Donc, il y a beaucoup de parallèles entre ces deux sujets. Ben exact. J'aimerais ça qu'on aborde la question parce que on fait souvent le parallèle de plus en plus entre santé physique, santé mentale, surtout d'un point de vue maladie inflammatoire dans l'intestin parce qu'il y a comme des liens qui se font entre le cerveau et l'intestin. Merci Kim, on se rappelle de tes enseignements. The gut-brain axis. Et voilà, exactement, avec le nerf vagus que j'ai appelé le nerf Vegas pendant vraiment longtemps. Vegas, c'est encore mieux. Ouais, le fameux nerf Vagus nerve. Mais donc, on sait qu'il y a des liens entre les deux. Ouais. Toi, est-ce que c'est un élément comme ça que t'es intéressé par la psychiatrie ou c'est vraiment comme un intérêt de base là, pour la santé mentale, la maladie mentale et tout ça? J'avais quand même un intérêt de base. En plus, ma mère est infirmière en santé mentale. Donc, c'est ça. Ouais, c'est drôle. On a quand même beaucoup de ressemblances entre moi et ma mère. Mais donc, en gros, j'avais quand même un intérêt comme en rentrant en médecine. Mais j'étais pas comme set en que je vais être psychiatre. Donc, j'étais comme quand même ouvert à essayer plein de trucs en médecine. Mais as it was going more, puis même à travers mon parcours personnel, moi, je vivais des problèmes de santé physique et de santé mentale qui avaient vraiment des liens entre les deux. Je me trouvais comme encore plus intéressé vers la santé mentale puis la psychiatrie parce que je voyais tellement de ces parallèles puis je me voyais beaucoup dans les patients qui se sentent parfois comme mécompris ou se sentent comme stigmatisés par rapport à parler de ces symptômes. Donc pour moi ça m'a vraiment intéressé puis comme en faisant mes stages j'étais certain de vouloir faire partie de cette profession qui parle ouvertement de problèmes de santé mentale, mais qui prend en charge aussi la santé physique parce qu'il y a tellement comme un lien inébranlable, ou je sais pas comment dire ça, mais comme un lien hyper... c'est super relié. OK. Ben oui, parce que, en fait, la psychiatrie, souvent, les gens ont la misère à voir un peu la différence entre un psychologue et un psychiatre. Ouais. Le psychiatre est comme médecin à la base. Exactement. Donc, tu gradues comme médecin avec ton MD, mais c'est une résidence de 5 ans pour être psychiatre. Donc, t'es médecin psychiatre, puis en gros, tu prends en charge comme la personne de façon très holistique, si on peut dire ça de même. Comme, oui, on gère beaucoup les médicaments au niveau psychiatrique, mais on prend en charge aussi, comme s'il y a des problèmes de santé physique, on sait comment référer, on sait comment faire les liens entre les problèmes de santé physique puis les problèmes de santé mentale. Donc, on est un peu comme... On essaie de see the whole picture puis référer puis on travaille, c'est ça, beaucoup en interdisciplinarité parce qu'il y a besoin d'un psychologue, même si on peut faire de la psychothérapie aussi.
parfois, on peut référer à un psychologue qui peut parfois avoir plus de temps avec leurs patients pour faire ça. Donc, c'est ça, on travaille beaucoup en équipe pour prendre en charge tous les aspects de la vie d'une personne qui souffre de problèmes de santé mentale, mais qui doit être prise en charge de façon très... je sais pas. Très encadrée, genre? Ben, on peut le dire ça comme encadré ou... Comme complète. Ouais, complet. Holistique. Ouais, c'est ça. Holistique. On aime ce mot-là. On va l'utiliser. Bio-psychosocial. Donc, c'est un peu ça le modèle où comme... La psychiatrie, en gros, c'est comme prendre en charge les aspects biologiques, puis sociologiques, puis psychologiques d'une personne pour un peu voir comment on peut optimiser leur fonctionnement en société. Fait que c'est beaucoup plus que juste prescrire des pilules. Ouais. Parce que c'est souvent... c'est sûr que quand on pense à un psychiatre, on pense beaucoup plus aux médicaments, mais à the end of the day, on doit regarder à tous les aspects qui peuvent affecter la santé mentale d'une personne et voir comment on peut gérer ça avec le patient au cœur du problème. Donc, en travaillant vraiment avec le patient, avec leurs attentes par rapport à leur maladie ou leur problème. Je veux pas juste dire maladie parce que la santé mentale, c'est aussi comme un spectre. Donc, pas juste... Ouais. Puis est-ce que c'est justement cette espèce d'approche-là à 360 qui t'a intéressé, le fait de pas juste traiter un aspect du patient, mais d'avoir en tête vraiment tout le portrait global? Oui, 100%. Vraiment comme dans la vie, je pense que je suis quelqu'un that likes to see the big picture. So pour moi, la psychiatrie, c'était ça. Like, we're looking at the big picture, puis on veut travailler avec du monde pour voir what's the best that we could do pour un patient. Désolé pour le franglais, mais ça sort. c'est vraiment correct. Honnêtement, moi, j'aime ça. Les gens sont eux-mêmes quand ils viennent ici, puis je trouve ça super cool. Là. Excuse-toi pas pour ça. Je viens de Gatineau. Ouais. On est habitué au franglais. C'est ça. Mais, puis, mettons, là, est-ce que tu penses que ton expérience en tant que patient peut justement peut-être apporter des petits plus dans ta pratique éventuelle? Moi, je pense que c'est ça, comme on parlait un peu comme de comment on peut réfléchir par rapport à comment notre maladie, ça nous a aidé plus que ça nous ennuie. Mm-hmm. Donc, pour moi, I like to see it like that. Honnêtement, je pense que ça m'a aidé plus que tout. Et ça m'a permis vraiment de m'identifier, comme j'ai dit, vraiment aux patients et comprendre qu'est-ce qu'ils traversent parfois, même si c'est pas exactement la même chose, mais on peut comprendre un peu se sentir un peu isolé par rapport à sa maladie ou sentir comme « it's never gonna get better mm-hmm. ». On peut comprendre ça peut-être un peu plus versus quelqu'un qui vit pas avec une maladie chronique, parce que comme on avait parlé de ça avant, c'est comme les problèmes de santé mentale sont souvent des problèmes sont des maladies chroniques, mais dans la société, parfois, on les voit pas exactement comme ça. Alors, ouais, je pense que j'apporte le fait que de vivre avec une maladie chronique qui a l'air plus physique, comme la maladie inflammatoire de l'intestin, on voit ça plus comme physique, mais quand même, on vit beaucoup de problèmes. Ben, on vit beaucoup de conséquences au niveau de notre santé mentale, puis notre santé mentale, ça affecte nos problèmes physiques. Donc, je vois ça de la même façon pour les maladies psychiatriques qui, oui, sont peut-être plus santé mentale, mais il y a des impacts de santé physique aussi sur la santé mentale. Donc, ouais, je vois ça comme dans la même catégorie, if you want to say. Ouais, non, c'est clair. Pas comme des trucs différents. Ouais. Non, c'est intéressant. Puis, tu sais, quand tu disais justement que tu avais des maladies, des troubles de santé mentale, des maladies mentales, peu importe, mm-hmm. qui avaient des répercussions physiques. T'sais, on pense, par exemple, même du côté des médicaments, des fois, t'as des antidépresseurs qui vont faire prendre du poids de façon vraiment importante rapidement, qui peut venir jouer un peu sur la mobilité même, ou des fois peut-être causer des différentes problématiques physiques. Vice-versa, tu sais, la prédnisone, on s'entend que ça joue sur ta santé mentale ou sur ton humeur. L'anxiété avec pour moi, c'est l'anxiété. Comme je tremble. J'étais comme en stage de chirurgie avec la prédnisone, je tremblais, je suis comme, c'est pas ma faute, tu sais, la prédnisone. Ouais, la prédnisone, ça, puis je pense que une des anecdotes préférées de prédnisone, c'est genre, je travaillais au bureau, à l'époque, on était en présentiel, puis moi, je travaillais dans un milieu anglophone, mm-hmm. mais c'était mes premières années. Mon anglais, il était pas au niveau qu'il est aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, il y a une fille, madame avec qui je travaillais, qui est venue me voir.
c'est une madame, là, c'est pas une fille, là, c'est ma deuxième maman, quasiment, là. Puis elle est venue me voir, me poser une question, puis elle avait l'italien comme première langue, l'anglais comme deuxième, le français comme troisième. Fait qu'on se parlait en anglais, mais on avait de la misère à se comprendre, parce que j'essayais d'expliquer quelque chose de très technique, mais de communication, puis elle m'expliquait quelque chose de très technique, plus d'admin, puis à un moment donné, on s'en est pas rendu compte, mais apparemment, le ton a comme monté. Puis j'ai un de mes collègues qui est venu, puis il est comme, là, arrêtez de vous chicaner, là, ça a pas de bon sens. Puis on a regardé, puis on est comme, on se chicane pas. On est les deux, ça prenne nous zone. C'est juste, c'est nous autres, là, on va prendre une respiration. Ouais. Mais c'était vraiment ça, comme ça vient jouer un peu ça. Puis moi, je me suis demandé à un moment donné si j'avais pas un trouble d'attention avec hyperactivité, mais tu sais, solide, là. Ouais. Genre, prendre tes clés de voiture pour rentrer dans le métro, puis débarrer ta maison avec ton cellulaire, puis mettre le sel dans le micro-ondes. Tu sais, vraiment, là, c'était comme... C'était comme sur la prénisone, tu trouvais que c'était quand même pire que dans... c'est ça, mais j'en ai pris pendant 5 ans, de la prénisone. OK. En continu? En continu. Oh, wow, OK. Ouais, genre, on montait, on descendait, j'arrivais jamais jusqu'à 0. Je descendais jusqu'à 10 au max, puis après ça, il fallait remonter. Ouais, les 5 années avant ma chirurgie ont été assez intenses, puis j'en parlais avec mon médecin de famille, puis j'étais là, écoute, je pense qu'il va falloir qu'on aille faire des tests, parce qu'il y a beaucoup de TDAH dans ma famille aussi, là. J'étais comme, je pense qu'on est rendu là, puis il m'a regardé, puis il dit, non, on va attendre ton sevrage complet. Parce que c'est justement, ça joue trop sur ton cerveau. Fait qu'il y a vraiment comme des liens, tu sais. Une maladie peut avoir un peu les mêmes impacts que l'autre. Ben, on sait jamais, mettons, comment une autre personne qui vit une situation différente de la nôtre, tu sais. Tu dis, par exemple, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le parallèle que tu faisais entre deux maladies chroniques, tu sais. Par exemple, une personne qui fait la dépression de façon chronique, tu sais, qui a des épisodes dépressifs qui peut rechuter et tout ça, vit un peu un stress similaire à celui d'une personne qui a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, qui va peut-être mieux, mais qui peut rechuter. Exactement. Dans ton cas, à toi, par exemple, en ce moment, tu vas bien? Oui. Depuis cet été? Oui. Donc, ça fait quelques mois que ça va vraiment, vraiment bien. C'est comme si j'ai plus la maladie. Mais, comme j'ai dit, on sait jamais quand ça pourrait rechuter quand on répond plus aux médicaments. Donc, ça reste toujours in the back of your mind, un peu comme... Surtout le fait que c'est comme mon 3e ou 4e essai de traitement. Puis les autres traitements, ça a fonctionné pour un bout, mais ça a arrêté de fonctionner. Donc, j'ai toujours ça en tête. Je suis comme, I wonder when's the next time. Je suis comme, the clock is ticking. It feels like that un peu. Mais non, on se croise les doigts, puis on se dit que ce traitement sur lequel je suis en ce moment, ça va fonctionner pour toujours, j'espère. Mais it's always in the back of your mind, je trouve, quand même. Puis mais au moins, tu sais, je me dis, moi, dans ce temps-là, on dirait que j'aime ça penser à des exemples des gens comme ta mère, justement, qui ont eu une période très difficile, puis après ça, une rémission assez longue, là, quand même. Vraiment. J'en ai aussi 1 ou 2 exemples dans ma vie, puis souvent, je me réfère à ces personnes-là en me disant comme, OK, tu sais, ça a été, ils ont eu un Crohn ou une colite très active, très difficile à traiter, puis finalement, on a trouvé le bon traitement, puis là, c'était des années de rémission. Mais c'est sûr qu'on se le souhaite tous. Puis c'est un peu comme le stress qui reste comme toujours un petit peu en arrière. Puis est-ce que comme tu as des manières, toi, mettons, au quotidien, est-ce que comme c'est une partie qui revient souvent ou c'est plus... Est-ce que tu te dis, genre, présentement, j'en profite? Ouais, honnêtement, je suis assez comme... J'en profite, je stresse pas trop. À the end of the day, il va toujours avoir des options de traitement. On est... Ben, ouais, quand même, comme à the end of the day, pour une colite ulcéreuse, au moins on se dit comme une colectomie totale, ça va régler, mais j'espère pas se rendre à ce point-là, c'est sûr. Mais on se dit que on peut pas contrôler le futur, puis whatever happens, happens. Je suis comme un peu comme ça dans la vie de tous les jours. Whatever happens, happens, puis il faut apprécier le moment présent, puis apprécier... que le fait que ça va bien en ce moment. Mais je pense que c'est une belle façon de voir les choses parce que plus sans faire, ça va pas vraiment aider non plus. Même ça peut nuire, comme on a parlé du fait que la santé mentale puis être stressé, ça peut engendrer des rechutes. C'est sûr, il n'y a pas un lien comme... On peut pas établir un lien direct entre notre état de stress puis les rechutes, mais ça arrive quand même qu'il y a quand même une corrélation. Je sais pas si c'est une causation, mais comme il y a une corrélation quand même entre le niveau de stress puis les rechutes. Ah, c'est clair. Dans ma vie, je l'ai vu là, souvent. C'était quand je faisais une rechute, le doc me demandait comme, donc, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? C'est ça. Puis c'est pour ça, Kelly, l'infirmière à la clinique, quand c'était mon infirmière à moi, souvent, j'allais la voir, puis elle me disait comme, OK, comment ça va? Puis je parlais beaucoup de mon Crohn, tu sais. Ben, les symptômes ressemblent à ça, ça va, tu sais, j'ai moins de douleur, je vais plus à la salle de bain, par contre, je suis pas mal fatiguée. Puis elle me disait, OK, mais à part ça, dans ta vie, comment ça va?
Puis au début, je me disais comme, elle est fine, elle veut juste qu'on chatte, tu sais, puis qu'on soit comme des bonnes. Ouais. Mais il y a aussi, tu sais, elle m'en a parlé après, elle dit, tu sais, je m'intéresse beaucoup à vous, là, à toi, puis aux patients. Mais elle dit, c'est aussi parce que on le voit, tu sais, dans ta vie de couple, comment ça va, à l'école, comment ça va, au travail, comment ça va. Puis, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à aller en thérapie, puis ça a commencé à bien aller dans ma thérapie, ça a commencé aussi à, tu sais, mieux aller dans ma santé, là. Non, 100%. Puis même ça peut être comme un cercle vicieux. Quand ça va pas bien au niveau des symptômes physiques, on devient plus stressé, on est plus stressé. Donc, ça guérit pas. Donc, je suis un peu rentré dans ce cercle vicieux l'année passée. C'est sûr, peut-être le médicament juste fonctionnait pas, puis il fallait juste switch de médicaments aussi. Mais je me sentais un peu comme dans un cercle vicieux, puis c'était à son pire lorsque j'étais vraiment stressé avec l'école. J'étais stressé avec le fait que ma maladie, ça allait pas bien. Donc, ça se jouait peut-être beaucoup sur mes symptômes aussi. Et c'est ça, c'est difficile quand même. Puis est-ce qu'il y a un moment, mettons, parce que, tu sais, les études en médecine, on le sait, là, c'est lourd, c'est très stressant, c'est beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a eu un moment, justement, quand t'étais pas... quand ta maladie arrivait pas à se stabiliser? Toi, j'allais dire quand t'étais pas capable d'être stable. C'est pas toi, c'est quand la maladie arrivait pas à être stabilisée. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Hey, j'y arriverai pas, je pourrais pas être médecin » ou t'as toujours gardé un peu le... Ouais, non, comme... I was making it work, let's just say. Comme, c'est ça, comme j'ai dit, l'année passée, c'était comme à son pire pendant comme ma première année de stage en médecine, donc dans ma 3e année. Et techniquement, c'était comme la 4e année, mais bon, ça s'appelle la 3e année. Donc, c'est ça, je commençais mes stages, ça allait bien, mais finalement, je tombais comme un peu en rechute. Je prenais la prédnisone, ça s'est réglé un peu avec la prédnisone, mais dès que le traitement de prédnisone était fini, j'ai rechuté encore. Donc, c'était vraiment comme des up and down avec la prédnisone. Et c'est ça, je me rappelle qu'il y avait comme un moment où, c'est ça, j'allais à la toilette très souvent pendant mes journées de stage. Donc, ça commençait à être super lourd. Les matins, c'était vraiment difficile. J'étais vraiment, vraiment fatigué parce que c'est ça, faut qu'on se lève tôt. Mais après, parfois, j'étais en retard parce que je contrôlais pas mes mouvements comme à la toilette. Donc, ça a commencé à être lourd, avec un horaire assez chargé, puis gérer tous ces symptômes. C'est ça, ça a commencé à être vraiment lourd. Puis, lorsque ça s'améliorait plus, même avec la prédnisone, là, j'ai commencé quand même à m'inquiéter beaucoup, puis j'ai dû prendre comme au moins quelques jours de repos, juste pour se dire que peut-être je vais juste me reposer quelques jours, puis ça va s'améliorer un peu, juste un break physique puis mental. Donc, heureusement, pour moi, c'était juste ça que j'avais besoin, puis ça s'est amélioré. Ben, c'est ça, puis j'ai changé de médicaments, puis tout ça, donc c'était quand même une période difficile, mais I guess, au moins, je gère les symptômes assez bien. Puis quand je dois aller à la toilette, je vais à la toilette, puis that's it. Oui, je pense que le milieu médical aussi, c'est un bon milieu pour être quand on a une situation comme ça, parce que les gens sont quand même plus ouverts, ou tu sais, il y a moins de tabous peut-être à parler de ces symptômes-là? Pas tant? Ben... Ouais, quand même. Okay. C'est comme si je devais aller à la toilette. Je parlais pas de ma vie complète de façon comme super ouverte avec tout le monde, mais je disais, je vais aller à la toilette, puis that's it. Tu sais, comme, we make it work, I guess. Ouais. Un peu n'importe qui. Ouais. Je pense que c'est un peu ça aussi l'idée. C'est que souvent, si on s'imagine que ça se fait pas, là, ça devient plus compliqué. Mais tu sais, ça reste qu'on est humain, là. On a des Mes parents diraient un mouvement péristaltique. Ouais, c'est vrai. Ma mère aussi était infirmière. On avait les vrais mots chez nous. Elle était en salle d'accouchement, fait qu'on avait les vrais mots pour toutes les parties du corps et les mouvements péristaltiques. Puis, mettons, j'ai envie de te demander, Richard, quand ça va bien, qu'est-ce qu'il aime faire? C'est comme, parce que je pense que tu as parlé un peu de sport au début. Est-ce que comme tu pratiques des sports, qu'est-ce que tu aimes faire? T'es qui dans la vie de tous les jours, à part un étudiant en médecine qui a une colite ulcéreuse? Oui, quand même, c'est ça. J'ai fait la natation pour 10 ans, donc de 12 ans à 22 ans, donc j'ai arrêté, ça fait 2 ans. Mais ça faisait quand même une grande partie de ma vie pour ces 10 ans. Donc j'étais sur l'équipe du cégep puis de l'université récemment. Et c'est sûr que quand j'avais mes symptômes de colite ulcéreuse,
c'était quand même difficile parfois, comme aller aux pratiques. Ouais, c'est ça, j'avais quand même un horaire assez chargé. I'm like thinking about like, tout ce que j'ai fait, peut-être. C'est pour ça que j'avais une colite, non. Tu fais peut-être partie de la gang des overachievers dont Kelly aime parler. Oui, ouais. je me rappelle de ça. Bienvenue dans le club. C'est ça. Donc, c'est sûr, moi, j'étais toujours habitué d'avoir comme un horaire super chargé. Mais au moins, c'est ça, comme quand je devais aller à la toilette, j'allais à la toilette, puis it would end there. Mais parfois, je me rappelle, il y avait des compétitions où, my God, comme en plus avec le stress, je cours à la toilette, puis je fais mon race. Donc, puis en plus, on porte des maillots de bain comme super, super serrés. Tu peux imaginer comment c'est difficile parfois. Mais non, heureusement, tout est correct. Mais en gros, comme qui je suis comme en tant que personne, c'est ça. J'aime faire le sport maintenant, même si je fais pas la natation, j'aime vraiment aller au gym, je fais du yoga. Donc, je trouve le yoga, puis je sais pas si toi, tu fais comme du yoga ou J'en ai fait longtemps, j'ai arrêté, mais là, je suis retournée la semaine passée, puis j'ai vraiment aimé ça. Ouais, j'adore quand même. So I try to do that as much as I can, comme yoga, gym. Honnêtement, comme j'adore écouter de la musique, danser. Comme tout le monde qui me connaît sait à quel point j'adore danser. Donc, honnêtement, ça me fait vraiment du bien, danser, même si c'est pas comme quelque chose organisé. Peut-être un jour, j'aimerais faire partie d'une troupe de danse ou quelque chose. J'ai jamais fait, mais honnêtement, j'aime vraiment, vraiment ça. Donc, for the moment, je danse in my living room un peu comme Britney Spears. Donc. J'allais dire genre dans ta cuisine, c'est ça. Moi, je pense que j'ai une playlist. On dirait que la plupart de mes playlists sont déprimantes. Ça, c'est mon genre musical, musique déprimante. Mais j'ai une playlist qui s'appelle Dancing in My Kitchen. C'est comme un petit peu groovy. Ouais. Juste assez pour mettre de bonne humeur. Pas trop pour que ça devienne genre du EDM, parce que je sais pas pourquoi je suis pas capable. Ah ouais, non, moi j'adore. Ben, je sais. Mon playlist, c'est Rave to the Grave. So. OK, c'est bon. Ben, écoute, on s'échangera les trucs. Peut-être que tu vas changer l'idée que je me fais du EDM. Moi, ça me stresse. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai réalisé même que j'écoute la musique en travaillant des fois, quand je fais comme de la rédac. Puis j'essaie d'essayer des trucs qui ont pas trop de paroles. Parce que en français ou en anglais, je veux dire que des fois, en fait, j'ai réalisé que j'écrivais les mots que j'entendais comme je faisais une phrase. Puis là, j'avais un mot vraiment random en plein milieu de ma phrase. Puis c'était un mot qui venait de se dire dans la chanson. Fait que là, j'écoute plus ça. Puis à un moment donné, j'écrivais, puis tout à coup, je me sentais vraiment comme pas bien. Tu sais, comme une espèce de montée d'anxiété de j'ai l'impression qu'il faut que j'aille courir, défoncer un punching bag ou peu importe, là. Puis j'ai réalisé que ma playlist était allée de façon aléatoire sur du gros EDM. Puis j'étais là, mais OK, là, j'ai une preuve, là, c'était même pas voulu. Puis c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que ça me fait plus, là. Et pourtant, j'ai fait le party quand j'étais jeune sur beaucoup de musique électro-dance. Ça dépend du moment, puis ça dépend de ton mood. Moi aussi, je suis quelqu'un qui aime quand même la musique qui est plus dépressive, si on peut dire ça de même. Mais donc, la musique plus relax, mais pour faire le party, c'est quand même le fun. Puis c'est ça, en fait, c'est drôle parce que j'en en ai pas parlé, puis je pense que j'aimerais ça à un moment donné inviter Dani, mais dans le temps où je travaillais à l'hôpital général, à la Fondation, on collaborait beaucoup avec le musicothérapeute de la place. Puis il nous a parlé de musicothérapie. Il y a l'actif puis il y a le passif. Puis si je me souviens bien, le actif, c'est quand tu pratiques, tu joues de la musique. Lui, il fait vraiment des sessions en groupe avec les patients en psychiatrie pour essayer, en fait, la façon dont il disait ça, c'est que quand tu joues une musique, ben ton corps, ta tête, elle se concentre vraiment sur collaborer, quand c'est en groupe, collaborer à quelque chose de commun. Puis il disait même d'une façon passive, tu peux écouter de la musique, puis il faisait des playlists pour ses patients. Puis ce qui est intéressant, c'est que si tu écoutes une chanson triste, tu sais que ça dure 4 minutes. Ça, je m'en souviens. Il dit, tu sais que ça dure 4 minutes, mettons. Fait que tu te donnes le droit pendant 4 minutes de vivre cette émotion-là. Fait que ça vient, c'est comme, c'est ouvrir une soupape, mais avec la sécurité elle va se refermer. Bon, ça se peut qu'après ça, tu sois affecté, mais techniquement, ça dure comme tant de temps. Puis je remarquais qu'à un moment donné, on me posait la question, puis c'était comment, est-ce que tu dors bien? Puis je disais, je dors vraiment bien la nuit, tu sais, je pense que je suis vraiment fatiguée. Puis finalement, toute la journée, j'écoutais du Iron and Wine, c'est très, très, très mollo, là. Comme on est allé voir un show, mon chum s'est endormi, là. C'est que ça s'appelle quoi? On dirait un groupe de heavy metal, là. C'est Iron and Wine, genre fer et vin, quelque chose comme ça, là. Puis c'est comme un gars avec sa petite guitare puis une petite voix comme ça qui chante vraiment doucement. J'écoutais ça comme toute la journée puis j'étais super mollo. Mais je pense que justement peut-être que je me suis comme très programmée à être très zen. Puis quand il faut que je sois dans un mode de party, là, tu peux me ressortir des vieux hits du début des années 2000 puis là peut-être que ça se peut que je monte sur une table. on va l'essayer. Oui, c'est ça.
Flo, Let's go. change la musique. Comment? Ouais. Mais non, moi, j'aime comme toutes sortes de musique, honnêtement. Ça dépend de mon mood, mais ouais, honnêtement, quelqu'un... Peut-être que je vais rentrer en musicothérapie aussi. J'ai essayé d'inclure plus de musicothérapie, peut-être dans ma future pratique. Ouais, non, mais de plus en plus... Ça a tellement un impact, comme la danse puis la musique. Pour moi, personnellement, ça a tellement un impact sur mon bien-être que... Moi, je pense que c'est super cool d'intégrer ça dans la santé mentale puis dans la santé physique. Oui, Vraiment. puis tu sais, même là, on parle de justement faire du sport, danser et tout ça. Juste être actif physiquement, ça a un gros impact aussi sur les maladies qui sont chroniques, physiques et santé mentale aussi, tu sais. Exact. C'est, je sais pas, comme... En fait, je trouve ça... Des fois, quand on est malade, on a de la misère à se lever de notre lit pour aller faire quelque chose. Le yoga, je pense que pour moi aussi, c'était une bonne façon d'être comme active, mais c'était doux. Ouais, vraiment. Sauf, moi, j'avais dépoussé l'arthrite des fois. Fait comme, bon, tu vois, là, je suis allée cette semaine, puis là, je fais beaucoup ça avec mes poignets, parce que j'ai un peu les poignets raides. Mais à part ça, c'était comme... Puis en plus, tu peux le faire chez toi. Il y a tellement de vidéos qui existent en ligne où... Fais toujours attention de pas comme faire une posture que t'es pas capable de faire, là. On fera pas des... headstand ou comme des postures d'équilibre. Oh mon Dieu. Le frog, c'est difficile. Oui, la grenouille, là, genre, je suis incapable de le faire sans tomber. Je suis comme flexible de partout, mais ça, oublie ça, là, c'est impossible, ça marche pas, c'est... Non. Mais c'est comme le fun parce qu'en plus, c'est un break que tu te donnes. Oui, vraiment. Tu vois, souvent, c'est comme sortir de notre tête aussi qui est différent. Ouais. Dans les cours de groupe, des fois, c'est peut-être plus compliqué, mais on dirait que... Moi, je le faisais, ma coloc, j'habitais avec ma cousine pendant un bout. Puis on avait comme un salon double, tu sais, les vieux salons montréalais. Puis on était chacune dans notre moitié face à face, puis on mettait genre Yoga with Adrian dans le milieu. Ouais, je la connais. Puis on faisait des sessions, puis ma cousine, elle arrêtait pas de faire des jokes sur genre Adrian, puis elle était comme Let it rain! Puis là, elle exagérait tous les mouvements. Fait que c'était comme une espèce de yoga fou rire en même temps. C'était pas vraiment concentré, mais tu sais, juste comme bouger, puis être à l'aise, ça fait toujours du bien. Puis... Vraiment. Non, c'est 100% nécessaire pour ma santé mentale, je dirais. Comme... Ben ouais. Ouais. Ouais, puis toi, dans le fond, t'as arrêté la natation, mais t'as quand même continué à être actif. Ouais, vraiment. Comme... Puis ça a dû t'aider aussi. J'imagine que oui, vraiment. Comme parfois, je me disais, est-ce que je me nuisais du fait que je fais tellement de sport, puis est-ce que ça rajoute un stress dans ma vie? Mais je pense qu'il faut trouver l'équilibre. Peut-être la natation compétitive pendant des périodes où j'avais des symptômes assez difficiles. Peut-être que c'était pas la meilleure décision d'être à ce niveau-là quand j'ai géré ces symptômes, mais bon, it happened, puis I guess we're all like overachievers, puis on veut pas arrêter nos activités qui sont importantes pour nous, puis parfois on fait des sacrifices. I don't know if that's the right thing to do, mais c'est ça ce qu'on fait. Mais en gros, je suis sûr qu'au moins le yoga ou faire de la natation comme plus récréative ou n'importe quel autre sport, ça peut juste aider. Mais ouais, peut-être les sports, on va pas parler des sports super compétitifs, peut-être ça. Non. C'est un peu différent, mais bon. Ouais, puis tu sais, mais je pense que t'as amené un bon point aussi de comme ajuster le niveau que tu fais. Tu sais, moi, c'était du soccer de compétition que je faisais, puis j'ai trouvé ça difficile parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à être malade, bon, j'ai aussi... Tu sais, j'ai comme arrêté de faire du sport pendant un moment. Fait que, tu sais, mes muscles suivaient pas, mon cardio suivait pas. Fait que quand j'ai essayé de rejouer au soccer, pour moi, c'était plus déprimant qu'autre chose. Ouais. Parce que ma tête était encore là. Tu sais, je voyais... En plus, moi, je jouais à l'arrière. Fait que, tu sais, t'as la vue du terrain, puis là, comme, tu comprends un peu la game au complet. Ouais. C'était ma force. Mais quand je retournais, j'étais comme, je sais que techniquement, je devrais être là-bas, mais je suis pas capable de me rendre. Ou tu sais, je me rends, puis je vais tomber en chemin. Puis au lieu de déprimée puis comme pas faire de sport, à un moment donné, je me suis dit, du soccer récréatif, pour moi, c'était pas le fun. Parce que j'avais mentalement un niveau plus élevé que ça. J'ai juste changé de sport. Fait que j'ai trouvé un sport dans lequel personne que je connaissais était bon. On s'est formé une équipe de poches, comme de vraiment pas bon, là. On est allé balle molle, genre softball. Puis on a commencé la première année, c'était genre mes amis à moi, des amis de mon chum, puis on a été la pire équipe de la ligue, on a eu beaucoup de fun. Puis l'année d'après, comme c'était juste une équipe de filles que j'ai fait avec toutes mes chums de filles que j'avais pas le temps de voir sinon. Puis on se prenait genre un soir dans la semaine où on se voyait tout le monde. Puis c'est tellement fun. On s'est amélioré aussi, tu sais. C'est ça, être en équipe puis avec tes amis. C'est vraiment important, vraiment. Oui, parce que l'aspect social aussi est important. Puis des fois, c'est quelque chose qu'on néglige quand on est malade. Vraiment. Comme, tu sais, tes amis étaient au courant de ta maladie, très à l'aise avec ça. Les miens aussi, mais on dirait que comme des fois, juste comme, tu sais, quand t'es fatigué, tu n'as pas nécessairement les mêmes intérêts qu'avant. Tu sais, comme mes amis que j'avais quand j'allais clubber, c'est plus nécessairement mes amis aujourd'hui parce que j'ai arrêté de le faire. J'aime plus la EDM.
mais tu sais, mettons, je sais pas, comme il y a beaucoup d'amitiés que tu changes un peu tes activités, puis des fois, c'est juste comme, si t'es pas en mesure d'aller faire un hike de 10 km aujourd'hui, ben est-ce qu'on peut comme aller faire un petit yoga à la place, ou est-ce qu'on peut aller prendre un café, ou... Ouais, la flexibilité par rapport à ça, c'est important de trouver what works for you that day, je pense. Ouais, non. Vraiment. Fait que c'est vraiment dans le fond d'être doux avec soi-même, de pas perdre nos objectifs puis ce qu'on aime en vue non plus, parce que je pense que c'est quelque chose aussi que t'es comme, j'aime ça, t'as maintenu ce que tu voulais faire. Ouais, même si, je sais pas si c'était au détriment parfois de ma santé, je me demande parfois, je suis comme, est-ce que c'était au détriment? Mais à the end of the day, je pense pas que c'était au détriment. À the end of the day, je pense les médicaments, comme, ont leur cours, comme notre corps, ça réagit aux médicaments. Ça, comme tu peux, peut-être tu sais que parfois notre corps, ça crée des anticorps contre les médicaments qu'on a, donc c'est quelque chose qui arrive. Donc parfois je me blâmais beaucoup. Je sais pas si c'est quelque chose que toi, tu vivais. Absolument. Mais moi, je me blâmais, je suis comme, oh, should I have not eaten that Big Mac? Ou comme, should I have not done this? Comme, il y a tellement de trucs qui, comme tu peux te sentir un peu coupable ou te blâmer, mais je pense we're all like trying our best, puis c'est comme ça qu'on doit juste vivre avec. Oui, puis tu sais que quand on a un échec, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, j'ai une psy à un moment donné, j'ai quand même fait plusieurs thérapies différentes avec plusieurs psys différents, puis j'ai une psy à un moment donné qui m'avait dit, tu sais, j'y parlais, puis j'étais comme là, j'ai mon traitement, parce que moi aussi j'ai eu beaucoup d'échecs de traitement, puis j'ai dit bon là ça fonctionne pas, celui-là je l'ai encore moffé, puis elle était comme non mais t'as pas raté ton traitement. Le traitement n'a pas fonctionné pour toi. Ouais. C'est pas ta faute si le traitement n'a pas fonctionné. Ouais. Est-ce que tu as pris tes pilules? Si c'est parce que t'oublies de prendre tes pilules, t'oublies de t'injecter, ça c'est une autre chose. On peut trouver des solutions. Ouais. Moi, mon pharmacien à un moment donné m'avait dit là, Madame Lemay, celui-là, il est pas facultatif. Ouais. Vous devez le prendre. Puis moi, je pensais qu'il était facultatif. T'sais. C'était lequel? Je sais même. Puis je pense que c'était comme purinetol, mais c'était comme en addition à quelque chose d'autre que je prenais. Puis il m'a dit non, ça, faut que tu le prennes. Puis parce qu'on était comme en discussion est-ce qu'on le gardait, est-ce qu'on le gardait pas. Je l'oubliais quasiment une fois sur deux. Puis à l'époque, ben c'est ça, mon chum et moi, on habitait pas ensemble. Fait que est-ce que je l'avais tout le temps dans ma sacoche? Non. Quand j'étais chez lui, je le prenais plus tard, je l'oubliais. Puis là, il m'avait dit, bon, là, il y a des applications. En passant, il y a des applications qui existent pour te donner des rappels sur quand prendre ta médication. Ça m'avait énormément aidé. Ouais. Mais tu sais, une fois que ça s'est fait, si tu prends tes traitements, si tu essaies de quand même avoir une bonne hygiène de vie autant que possible, c'est pas ta faute. Puis tu sais, même si tu as une hygiène de vie plus douteuse ou plus difficile pendant une secousse, on fait ce qu'on peut. Oui, c'est ça. Can't be too hard on ourselves. Je pense, non, c'est les traitements qui échouent. C'est pas toi qui échoues à l'avoir. C'est ça. Mais c'est tout le temps ça un peu quand tu as une rechute, c'est on se sent en push. C'est ça, ou comme what could I have done better, tu sais. Comme tu as dit, l'hygiène de vie, c'est super important, puis je le reconnais, tu sais, le sommeil, puis tout ça, mais on a tellement de trucs going on in our life que parfois, je peux pas dormir 8 heures et 9 heures par nuit, tu sais. Je dois étudier, comme I'm trying my best, mais c'est ça. On doit se fier un peu sur les médicaments, puis de trouver un bon équilibre dans la vie, mais parfois c'est difficile avec l'école, avec le travail, avec la famille, les amis, tout ça. Like, ben oui. C'est pas facile, mais try our best. Oui, puis là, il faut manger la bouffe fraîche et saine et préparer maison, donc il faut prendre du temps pour cuisiner. C'est ça. Il faut aller faire du sport à tous les jours. Avoir notre 8 heures de sommeil. Être bien comblé d'un point de vue social aussi, parce qu'il y a ça aussi, tu sais, le côté social de la chose, c'est voir des gens quand t'es une personne extravertie, c'est important aussi de comme te sentir entouré, mais il faut avoir du temps pour ça aussi. C'est ça, puis je me rappelle comme, c'est ça, je suis quelqu'un quand même très extraverti qui aime faire des trucs avec mes amis. Et aussi, j'aime sortir, donc c'est ça, parfois, ça rentrait dans mon temps de sommeil, puis ma mère me disait toujours comme, non, tu devrais dormir, sors plus, comme, t'es malade, t'as des symptômes assez actifs, comme, repose-toi. Puis c'est ça, je suis d'accord, en plus, je suis comme presque médecin, like, je devrais comme suivre ce que moi je dirais à mes patients, mais à the end of the day, on est tous des humains qui veulent, comme, faire ce qui nous fait du bien, puis si c'est voir des amis, on le fait, mais puis on sait jamais comment ça va impacter notre maladie, donc c'est toujours comme des zones grises, tu sais. Alors c'est difficile de gérer, mais je pense que c'est l'équilibre qu'on doit trouver, tu sais. Oui. Puis tu pourras toujours dire à tes futurs patients, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Honnêtement, ouais.
Je pense que tous les médecins sont un peu comme ça. Mais oui, je veux dire, tous les médecins te disent de dormir. Je pense pas que les médecins sont parfaits. Non. Ben non, c'est clair, je veux dire. C'est comme n'importe quoi. C'est un cordonnier mal chaussé. Ouais. Mais c'est toujours... À la base, ils sont là pour nous dire un peu qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ouais. Puis après ça, on voit ce qui est possible de faire de notre côté. C'est ça. Ouais. Vraiment. Puis, ben, c'est jamais... Tu sais, je pense que l'élément à rappeler, c'est que c'est ça. C'est jamais... Faut pas le mettre tout sur nos épaules quand quelque chose échoue. Puis après ça, ben, moi, ce que j'aime aussi de montrer j'aime ça montrer des histoires aussi. Il y a eu des échecs de traitement. Pas parce que c'est le fun de montrer des histoires difficiles et tout, mais parce que ça montre qu'à un moment donné, ça fonctionne. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi aussi, c'est ça, là, je les ai tous eus. Je suis arrivée au dernier recours, puis je me suis même... peut-être qu'il va pas aimer entendre ça, mais Dr. Lakatos, qui est notre gastro-entérologue, quand je suis arrivée dans son bureau la première fois, c'est mon 3e gastro-entérologue. J'ai l'air de la pire patiente du monde, mais j'ai quand même déménagé là-dedans. Là. Puis je suis arrivée pour le voir, puis il m'a dit, OK, bon, mais... Puis les transferts de dossier se faisaient pas vraiment... d'un hôpital à l'autre, donc il fallait que je le brief sur ma vie des 7 années qui ont précédé. Okay. Puis à un moment donné, il m'a dit, OK, t'as essayé celui-là. Puis je pense qu'à l'époque, je sais plus sur quel traitement j'étais, mais il m'a dit, OK, juste, je vais être très honnête avec toi, celui-là, il fonctionne pas. Il va pas fonctionner, il est pas fait pour ton type de Crohn. Okay. Il fonctionne super bien pour la colite ulcéreuse, les Crohn plus standards, oui, mais le tien est complexe, fistulisant, tout ce que tu veux, ça marchera pas. Puis je dis, d'accord, check-moi bien aller. Puis j'ai fait 3-4 ans là-dessus. Ah, wow. OK. Ouais, j'étais pas 100% stable, mais assez stable pour pouvoir avoir une vie normale. Puis le temps, justement, que, tu sais, ils trouvent un autre traitement, dans le sens où, entre-temps, ben finalement, moi, c'est... ce que je prends, c'est comme Abrilada, fait que c'est comme Humira, auquel on n'avait pas nécessairement pensé parce qu'il y avait des molécules similaires à autre chose auxquelles j'avais pu bien réagir, fait qu'il y avait peut-être une crainte qu'à un moment donné, j'ai des anticorps contre ça. Okay. Mais j'ai fait 3-4 ans là-dessus. J'ai eu ma chirurgie qui m'a beaucoup... Ben, mes chirurgies qui m'ont beaucoup aidé. Mais tu sais, c'était comme, on perd pas espoir parce qu'à un moment donné, il va en avoir une autre molécule. Puis maintenant, je te parle, ben j'ai appris qu'il y a une autre molécule qui existe. C'est quand même rassurant. Oui, c'est rassurant. Docteur Jean Chou, quand il était ici, il me semble, on avait parlé, ou je sais pas, peut-être que c'était hors du micro, mais il m'avait dit, tu sais, ce qui est intéressant aussi dans la gastro-entérologie, c'est qu'il y a tellement, c'est plate à dire, mais il y a tellement de nouveaux cas. C'est tellement une maladie qui est en hausse importante qu'il y a beaucoup d'investissements en recherche. Donc, des nouveaux traitements, il va y en avoir continuellement. Peut-être un jour trouver une solution, une cure, là, si on peut dire. Mais entre-temps, il y a de plus en plus d'options. Fait que si les 2, 3, 4 premiers traitements qu'on a ne fonctionnent pas, ben, au moins, il y a espoir pour la suite. Vraiment. Ouais. J'ai comme, mon Dieu, attends une minute, là. Oh, OK, on a presque fait 1 heure. On parlait tellement de choses. Ouais, vraiment. On a parlé beaucoup de choses. On s'est dit, comme je sens que notre conversation, ça va aller dans plein de directions, effectivement. Mais je pense qu'on a touché quand même sur les sujets importants de comment concilier notre vie professionnelle, notre vie personnelle, notre maladie. Tout ça, c'est super important. Et... moi, j'ai envie de dire, genre, si vous avez vraiment des rêves ou un métier que vous aimeriez faire, tu sais, ne pas penser... Moi, je voulais être journaliste. J'ai arrêté ça rapidement parce que je me suis dit, je pourrais pas, tu sais, je suis malade, c'est un peu compliqué et tout. Aujourd'hui, je suis pas journaliste, mais j'ai quand même un balado où je partage des histoires intéressantes, tu sais. Mais je trouve ça le fun, justement, des gens qui ont une passion ou ils ont une mission. Tu sais, comme je pense que tu as une mission un peu de te rendre jusqu'à la psychiatrie. Puis je trouve ça beau que tu la poursuives. Oui. Puis le fait que ma maladie, ça rentre un peu dans la raison. Bon, dans la raison pour laquelle je poursuis cette avenue, comme cette carrière. Pour moi, c'est vraiment une passion. Et c'est fun que ma maladie pour moi, ça m'a avantagé dans la poursuite de cette carrière, honnêtement. Ouais. Comme, faut voir le positif. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voir le positif dans la vie, puis je pense que c'est très important d'être reconnaissant puis être positif. Donc, moi, je vois tous les défis que j'ai vécus comme des atouts pour moi. Puis c'est ça. Je pense que ça m'a aidé dans ma vie. Je pense que ça change un peu comme la façon que tu vois la vie. Ça te rend plus reconnaissant lorsque ça va bien. Puis c'est ça, je trouve que c'est fun d'en tirer des avantages aussi.
Absolument, absolument. Quand ce soit justement de voir le beau dans chaque petite chose, de pas rien prendre pour acquis, de travailler fort, de pas perdre nos objectifs de vue. Des fois, on est plus patient, des fois, on est plus empathique. Ouais. Toi, justement, ça t'a développé toute une partie de liens futurs avec tes patients qui vont venir parce que justement, on a discuté de la partie de maladie chronique. Ouais. Ah, mais c'est vraiment cool. Ben écoute, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Richard. C'était super le fun aujourd'hui avec toi. Oui, non, merci vraiment à toi. C'était vraiment le fun. Bonne journée. Merci. Si vous aimez le contenu de Deuxième Porte à Gauche, sachez qu'il est possible de soutenir le podcast en faisant un don d'un café virtuel ou de 2 ou de 3, comme vous le voulez, sur la plateforme buymeacoffee.com. Donc, Buy Me a Coffee, comme dans Achetez-moi un café. Ça permet justement de payer pour un enregistrement en studio, pour avoir de l'audio, vidéo de bonne qualité. Ça nous permet d'avoir du temps pour faire de la recherche pour des invités, des pré-entrevues. Sachez qu'il y a beaucoup de travail derrière chaque épisode. Ça me fait plaisir. Et si ça vous ferait plaisir également de soutenir la cause, puis le projet de Deuxième Porte à Gauche, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme, donc buymeacoffee.com, à la recherche du balado Deuxième Porte à Gauche. Merci beaucoup.